piège. On va faire en sorte que ça dépasse pas trop le temps imparti. Première question, qui connaît Madines? Que je sache ce que je dois dire ou pas. Oh, ça va. Bon, alors moi je suis Anaïs Richardin, je suis la directrice de la rédaction de Madines. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Madines, en fait, on s'est créé en 2012 et on est la presse des bas justes, d'accord, d'ailleurs. Et en fait, on est le média des startups, de l'innovation. On traite tout ce qui est nouvelles technologies, etc. L'entrepreneuriat, on s'élargit un peu plus à l'entrepreneuriat, même qui n'est pas forcément innovant ou techno aujourd'hui. Nos lecteurs ont majoritairement entre 30 et 50 ans, ce sont majoritairement des entrepreneurs, sauf qu'on a aussi une frange de nos lecteurs assez importante qui sont des gens plus experts, donc des directeurs innovation, des grands comptes, des VC, etc. Et on a aussi des gens tout à fait novices qui sont plutôt des étudiants entrepreneurs. Donc tout ça fait qu'on a un panel de cibles assez vaste et assez large auquel on doit s'adresser tous les jours, ce qui n'est pas forcément évident dans le sujet, parce qu'il faut être à la fois avoir un vocabulaire assez simple et pouvoir être accessible à tous, et en même temps avoir un discours assez expert pour que les VC, quand ils nous lisent, ne se disent pas qu'ils n'ont absolument rien appris et qu'on ne sert pas à grand chose. Donc aujourd'hui, c'est un atelier sur les relations presse. Ça va vous être aussi utile à vous qu'à moi, parce que c'est assez compliqué, les relations presse. C'est vrai que pour nous, on est extrêmement sollicités. Alors chez Madines, moi je reçois à peu près 700 mails par jour, ce qui peut être très chiant à gérer, clairement. Et donc du coup, c'est vrai que ce genre d'atelier, ça me permet aussi de vous donner quelques billes sur comment nous contacter et comment être un peu plus efficace avec nous, et ce qui fait qu'on répondra bien plus vite. C'est vrai que généralement, on peut mettre parfois jusqu'à 2 jours pour répondre, ça peut être un peu long. Donc à quoi ça sert les RP? Je pense que vous êtes tous forcément, si vous êtes là, si vous êtes entrepreneur ou start-upper, ou en tout cas que vous avez quelque chose à vendre, entre guillemets, aux journalistes. Alors c'est sûr que c'est hyper important pour gagner en visibilité, en notoriété. Les journalistes ont encore un chouïa de pouvoir, puisqu'on voit qu'en fait 76% par exemple sur des produits, 76% des consommateurs déclarent avoir acheté un produit après en avoir entendu parler par un journaliste. Donc il y a encore en fait un vrai pouvoir du journaliste de recommandation, et c'est vrai que c'est un passage obligé en fait aujourd'hui pour maximiser son impact sur sa cible, et surtout pour essayer de devenir une référence. C'est sûr qu'il y a beaucoup de startups qui, même si le produit n'était pas forcément bon à la base, grâce à une vraie bonne stratégie RP, ont réussi à faire des miracles ou presque. Alors il y a des déçus après, évidemment, je ne vais pas donner le nom, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de produits technologiques qui sont lancés notamment sur des plateformes de crowdfunding et qui ont eu tout un tas de louanges de la presse, ce qui fait que ça a cartonné, et sauf qu'après, le problème c'est que la presse n'avait pas eu accès à autre chose que les prototypes, et qu'une fois que ça sort, et là c'est un peu compliqué. Alors du coup, comment pouvoir accéder aux journalistes et comment est-ce que ça fonctionne? Il y a plusieurs manières de faire. Là, j'ai choisi de vous parler en partie sur cette slide-là de comment on choisit les pros avec lesquels on bosse. Parce qu'évidemment, on peut faire ça sous son interne. Et quand on se lance d'ailleurs, généralement, on n'a clairement pas de budget pour une agence de RP. Surtout que, alors je ne sais pas comment ça se passe en région, mais à Paris, c'est quand même un bon ticket. Et franchement, je pense qu'on peut allouer ses fonds à autre chose qu'à ça. Donc ça dépend quand même vraiment de votre stratégie, parce qu'une agence de RP professionnelle, c'est vrai les agences, un véritable savoir-faire. C'est surtout un carnet d'adresses qui est hyper important. Elles l'ont bâti au gré d'années de conversations et de liens entretenus avec les journalistes. Et c'est vrai que quand le travail est bien fait, et ce carnet d'adresses est mis à jour, et c'est parce que ce que peut être vendu sur des bases. Alors il y a pas mal de bases de données de journalistes qui sont généralement fausses et clairement pas mises à jour. Moi j'étais dans l'agroalimentaire avant pour stratégie, et je reçois encore des CP pour des foires à la tripe, alors que franchement j'en ai rien à tirer. Et ça c'est un truc, il y a pas mal de bases comme ça qui ont des années de retard parfois. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué, en plus ça coûte franchement une main. Donc c'est pour ça que c'est important de passer par une agence de presse qui, elle, ces outils-là, elle les a en interne.
et elle les update au fur et à mesure de ses rencontres et de ce qui se passe dans la vie des journalistes qu'elle connaît. Et il y a autre chose qui est hyper important, c'est que au-delà d'être une ligne sur un fichier Excel, on est quand même des humains avec un cœur qui bat. Et c'est vrai que c'est hyper important d'entretenir des relations privilégiées avec les journalistes, de les rencontrer quand ils ont le temps. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps, mais on essaye au moins. Moi, je sais que quand on a une start-up qui a un joli produit ou quelque chose qui me semble hyper intéressant, je prends au moins le temps d'aller boire un café le matin avant d'arriver au bureau, ou si on a vraiment des choses plus longues à se raconter, c'est de faire un déjeuner, etc. Mais c'est vrai que les agences, ça c'est aussi leur rôle et ça vous fait gagner du temps. Plutôt que d'aller voir tous les journalistes de la place, une agence, elle va centraliser ça, elle va entretenir cette relation-là et c'est déjà quelque chose, c'est une économie de temps pour nous. Et surtout, ils ont une connaissance des médias qui est quand même assez approfondie, des besoins surtout des journalistes. Il n'y a rien de pire, c'est comme le CP sur la foire au trip. Il n'y a rien de pire que de recevoir un CP qui ne vous est absolument pas destiné, enfin, qui est ni destiné aux médias et qui est encore moins destiné aux journalistes. Parce que c'est bien de connaître les médias et de savoir que Madines, ok, c'est bon, c'est les startups, j'ai compris. Sauf qu'Anaïs Richardin, peut-être pas la même chose qu'Iris Ménion. Et du coup, c'est vrai qu'il y a, dans les grosses rédactions en tout cas, parce que chez nous ça ne fonctionne pas comme ça, on a 4 journalistes, 3 journalistes. Et du coup, clairement, on fait tout du sol au plafond et on n'a pas de spécificité qui est chacune. Enfin, on fait tout, absolument toutes les infos. Mais dans les grosses rédactions, chaque journaliste a vraiment un secteur clé, un marché. Et du coup, c'est hyper important de savoir et de pouvoir identifier ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'une agence de RP, ça fonctionne très bien. Alors, du coup, comment pousser sa start-up? Si vous décidez de ne pas passer par une agence, ce qui est hyper important, c'est d'identifier les bons interlocuteurs, ça je vous le disais juste avant, et surtout en fait de voir un peu quels sont les sujets qui vont sortir dans les semaines, dans les mois à venir, etc., pour savoir comment vous intercaler dans le calendrier rédactionnel des rédactions. Alors un calendrier rédactionnel, généralement on le fait au mois de décembre pour l'année, c'est calé sur toutes les actualités chaudes qui vont arriver, tous les salons, par exemple, en plein festival de Cannes, il y a quand même de fortes chances que la plupart des rédactions aient prévu quelque chose en relation avec le cinéma. Enfin voilà, c'est vraiment le calendrier en fait qui va jalonner toute l'année et qui va être un peu notre guide sur l'année, sur qu'est-ce qu'on va raconter à quel moment. Et donc ça c'est hyper important de le demander. Alors toutes ne le font pas, toutes ne l'ont pas surtout en ligne. Mais c'est quand même 95% des médias qui le font et ça peut être hyper intéressant pour eux. Et donc ce que je vous disais aussi, c'est vraiment bien identifier les journalistes eux-mêmes directement et de proposer des sujets qui sont liés à leur centre d'intérêt. Et surtout, en dehors des sujets que vous pouvez vous pousser aux journalistes parce que vous voulez qu'ils s'intéressent à vos sujets, il y a surtout un gros aspect brand content qu'il faut prendre en compte. Une tribune d'experts, ça parlera toujours plus qu'une interview qui peut malheureusement pas finir comme vous auriez envie qu'elle finisse. Alors c'est vrai que ça demande un peu de temps, ça demande un peu, surtout tout le monde n'est pas apte à écrire, mais c'est quand même pas très compliqué. Il faut juste bien se relire et pas envoyer quelque chose bourré de coquilles. Mais c'est vrai que c'est hyper important quand même de penser à des tribunes d'experts, de penser à des vrais contenus que vous avez travaillé vous avec votre angle, avec votre vision des choses. Je sais que nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est vraiment aussi les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Donc nous, on a nos articles de journalistes évidemment, sauf que c'est important que le média reste quelque chose de collaboratif, donc n'importe qui peut collaborer à partir du moment où c'est intéressant évidemment. On reçoit, je sais pas, peut-être une trentaine de tribunes par semaine. C'est énorme, on fait un choix extrêmement sélectif, mais ça n'empêche que ce sont ces genres de papiers qui fonctionnent vraiment le mieux chez nous. Une tribune d'experts, c'est, je sais pas moi, en moyenne un article peut faire 600 partages chez nous, une tribune d'experts, on atteint au moins les 1000 points. Et donc du coup c'est vrai que c'est un contenu auquel il faut absolument penser, ça prend vraiment du temps, je ne vais pas vous dire que ça se fait en un claquement de doigts parce que clairement c'est pas le cas. Mais c'est vrai que ça vous permet de vous positionner et surtout une fois qu'on a vu un expert dans un média, les autres médias vont se dire ah, mais c'est intéressant ce qu'il a écrit lui sur Madines, on peut peut-être aller le chercher. Et du coup ça permet aussi d'aller gratter à la porte d'autres médias que vous n'avez pas forcément, auxquels vous n'avez pas forcément accès au tout début. Alors,
le but en fait, c'est pas de vous amener des poncifs et que ce soit pas hyper interactif. Je vous ai fait 2 slides sur les do's and don'ts, mais on va quand même les passer assez rapidement. Le but c'est quand même qu'on discute vraiment et que vous me fassiez remonter vos problématiques et qu'on puisse y répondre ensemble et apporter des réponses. Alors, en plus, elle est chiante, elle est longue. Alors, sur les doses, ce qu'il faut faire, donc c'est ce que je vous disais, il faut absolument sélectionner les bons journalistes, et surtout sur ce côté humain, et on parle à quelqu'un, et pas juste à une rédaction, à un numéro, ou que sais-je, il faut personnaliser absolument. Moi, un mail qui me dit « Bonjour Anaïs », bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais plus l'écrire qu'un truc qui est copié-collé en PDF pas cliquable, et où je sais que ça a été envoyé à 12 000 personnes. Et surtout d'ailleurs, extrêmement important, sur les 12 000 personnes, pensez bien au CCI, parce que le nombre de mails qu'on reçoit, où il y a toute la liste de tous les journalistes de la Terre en copie, bah ça bizarrement, ça va directement dans la boîte noire. Et on a notre liste noire, vraiment. Et c'est vrai que c'est très bien pour identifier les collègues qu'on n'en a pas forcément identifiés, sauf que des erreurs comme ça, j'en ai mais toutes les semaines. Et c'est radical pour qu'on soit sûr qu'on ne parle pas de vous, c'est de montrer qu'on n'a pas été sélectionné et qu'on fait juste partie d'un listing extensif de noms, ça c'est pas possible. Donc voilà, donc extrêmement vigilant sur la forme du mail. D'ailleurs, c'est sur la forme du mail aussi, je vous disais, moi je reçois donc entre 600, 800 mails par jour. Clairement, je mets une demi-seconde à savoir si ça m'intéresse ou pas. Donc j'ai les objets des mails, j'ai l'aperçu mais que je ne regarde même pas, et c'est l'objet du mail qui va faire si je l'ouvre ou pas. Et du coup l'objet du mail est extrêmement important. Alors ça va être dans les notes, on en parle maintenant en premier. Évitez absolument les urgents, parce que urgent, je suis désolée, mais vous êtes qui pour me dire que c'est urgent? En fait, il y a un truc qu'on déteste un peu quand même, c'est qu'on s'immisce un peu dans notre emploi du temps et qu'on me dise il faut que tu mettes le nez là-dessus. C'est qu'on fait un peu comme on veut parce qu'on est un peu têtu et qu'un mail ne peut pas être urgent, à part s'il y a vraiment un truc vital, colossal, mais dans ce cas-là, clairement ça se doit dans un mail. Donc il n'y a jamais rien d'urgent. Donc l'urgent dans un mail, on oublie. Le sujet communiqué de presse, on oublie. Je vois pas comment on peut interpeller quelqu'un avec juste un communiqué de presse. A priori, on n'est pas con. Si on voit qu'il y a une pièce jointe, c'est forcément un communiqué de presse. Donc vraiment, dans l'objet du mail, c'est extrêmement important de bien travailler. Je pense que c'est facilement 70% du taf. Et c'est d'interpeller le journaliste dès l'objet du mail, c'est vraiment essentiel. Et donc, du coup, c'est ce que je vous disais aussi, pour rebondir sur l'actualité, mais pas de manière superficielle. Parce que ça, on a des startups parfois qui rebondissent sur un truc, sur une actualité, sur une information qui vient de sortir, mais juste pour sortir un CD. Et mais j'ai pas d'exemple en tête. Et j'aurais dû, j'ai un petit dossier sur ma mail où je mets tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. J'aurais dû vous sortir des exemples, mais confidentialité oblige, je pense que j'aurais pas pu. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de startups où, je sais pas moi par exemple, Lidl va faire sa foire à la saucisse et on va avoir un Take It Easy, c'est plus le cas, on va avoir un Deliveroo qui va dire bah, cette semaine nous on livre des saucisses aussi. C'est débile comme exemple, mais c'est vraiment, on ne communique pas à tout va, c'est pas possible. On n'envoie pas 12 CD par semaine, on ne communique pas, mais on communique vraiment, c'est essentiel, et quand il y a une vraie info derrière, quoi. On n'essaye pas de se dire, bah tiens, il y a un truc, je peux m'y raccrocher, en fait c'est ça. C'est se raccrocher à quelque chose de manière hyper superficielle, on n'est pas débile. Clairement, si c'est juste par opportunité, ça ne nous intéressera absolument pas. Donc dans les relations privilégiées dont je vous parlais tout à l'heure, donc évidemment aller déjeuner, aller essayer de passer du temps un peu privilégié avec les journalistes quand ils ont du temps à vous accorder, mais surtout avec les journalistes les plus sympas, autant dire Madines, accorder des exclus, c'est hyper important. C'est hyper important de savoir vraiment entretenir une relation avec non pas des informations qu'on envoie à tout va, mais des informations qu'on va envoyer à certaines cibles, à certains journalistes clés en amont. Et d'ailleurs, on peut très bien avoir un pool de 5 ou 6 journalistes avec lesquels on bosse comme ça, et de se dire, bah, ce mois-ci, cette info, c'est toi qui l'en exclus, le mois suivant, ça fait pas de jaloux, et au moins, on se dit qu'on est traité un peu de manière un peu plus, comment dire,
on s'intéresse à ce qu'on fait et on nous propose vraiment des choses qui sont pertinentes pour nous. Parce que les exclus, alors c'est vrai qu'il y a une espèce de course à l'information, évidemment, entre les médias. Je m'en moque si on a 3 heures d'avance sur French Web. En revanche, si on a 24 heures et que nos lecteurs lisent l'information chez nous avant de la lire chez eux, bah, évidemment que je suis ravie et que nos lecteurs aussi. Donc c'est vrai que l'exclu pour nous c'est pas vital, c'est pas, on va pas non plus vendre père et mère pour avoir l'exclu. En revanche, si on nous la propose et si on nous propose ce genre de choses, c'est aussi juste une marque de confiance en fait. Et qu'on nous dit, bah voilà, je te laisse cette info-là parce qu'on a noué des bonnes relations. Et c'est voilà, vraiment une marque de confiance qu'il est hyper important d'avoir. Alors il y a certains fonds d'investissement, par exemple, qui refusent ce genre de choses. Et là, pour le coup, les règles sont claires, on le sait. Et je vais pas m'insurger parce qu'on a tous eu le CP en même temps. Là, les règles sont claires et c'est normal. En revanche, sur ce sujet-là, autre point, alors là, ça fait référence à une douloureuse expérience personnelle. Quand un journaliste vient vous voir qu'il a réussi à trouver une info sur votre boîte, clairement une levée de fonds, par exemple, qu'il l'a trouvé, c'est-à-dire que c'est personne qui lui a donné, c'est qu'il l'a trouvé lui-même, qui vous appelle et que vous lui dites bah oui mais là je n'ai pas prévu de communiquer parce que c'est hyper tôt, moi je suis pas prêt, je veux pas. Le journaliste qui n'est pas débile, normalement il se dit bah très bien, c'est pas, on n'a pas prévu, moi j'attends un petit peu. C'est ce que j'ai fait. On peut attendre une demi-journée, une journée, 2 jours, on s'en fout. En revanche, quand cette info-là, du coup, pour embêter le journaliste parce qu'il est venu vous titiller, parce qu'il avait l'info que vous n'avez pas voulu donner, et que vous allez la donner aux concurrents, c'est même plus de la blacklist dans laquelle vous rentrez, là, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que toute information qui passera dorénavant, comme cette startup-là, clairement, il n'y aura plus jamais rien sur Madines. Alors, on n'est pas comment dire, c'est pas qu'on est rancunier, c'est juste que ça reste de la relation humaine et effectivement, soyez hyper vigilants à entretenir ce lien de confiance. Et c'est vrai que c'est ne jamais mettre un coup de canif dans le contrat parce que c'est sûr que derrière, les conséquences, c'est pas grave, hein, si on n'a pas Madines, on a d'autres, c'est pas gênant. Mais c'est juste que ça peut quand même porter préjudice parce que les journalistes, surtout sur ce secteur-là, on se connaît quand même tous, à part quelques médias vraiment concurrents où on évite de se parler et sinon on communique vraiment tous et on se voit et on se connaît et on s'apprécie et donc on parle. Et donc c'est vrai que c'est hyper important, un lien de confiance avec quelqu'un. Moi je sais que j'ai déjà recommandé combien de startups au Figaro où là où j'ai des copains où je me dis ça peut être hyper cool pour vous d'avoir, ok Madines c'est très bien, mais quand on a un produit B2C qui est hyper chouette, Madines ça n'a pas grand intérêt, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'entretenir cette relation de confiance pour que après le journaliste puisse aussi vous recommander à d'autres journalistes. Et donc voilà, et ce qu'il y a sur les produits B2C dont je parlais, c'est aussi important pour éviter justement la déconvenue et du coup de trahir ce lien de confiance où on n'a pas forcément eu le produit entre les mains et on parle de quelque chose et où on se rend compte une fois qu'il sort que c'est franchement naze. Essayez autant que possible, alors demandez à le récupérer, hein, je ne vous demande pas de me faire des cadeaux, mais essayez d'envoyer, si c'est des produits que vous avez, en tout cas essayez de les envoyer, si c'est un service, essayez de le faire tester. Moi je sais que c'est très souvent où je demande un accès à la bêta, ou c'est quand même très compliqué de parler d'un sujet juste sur un communiqué de presse sans pouvoir vraiment savoir ce qu'il y a derrière, et surtout ça reste de la communication. Si on a un CP et qu'on n'a rien pu faire, qu'on n'a pas pu palper ce que vous faites, clairement on est juste un relais de com pour vous, on n'a pas de rôle, on n'a pas de valeur ajoutée. Donc c'est vrai qu'il faut essayer au maximum quand même de faire tester les produits et de faire tester ces services. Enfin dans le mail, pour que le mail que vous envoyez au journaliste soit le plus intéressant possible, pour faire ces 30% qui vont le convaincre d'écrire un article, on a donc évidemment l'objet en premier lieu et on a surtout le contenu du mail. Alors, il faut absolument que le journaliste est quelqu'un de feignant, c'est surtout qu'on est très occupé, et on n'a pas le temps de chercher les infos qu'on n'a pas. Clairement, si dans le CP, si dans le dossier de presse, on n'a pas les photos, si on doit aller chercher l'année de création, si on doit aller chercher le nom des fondateurs, ça va partir à la poubelle directement. Il faut que tout soit pré-mâché et que... Alors je dis pas d'écrire un article parce que là c'est pareil, c'est un don ultime. Les articles qu'on nous envoie tout fait, genre pour publication, alors non en fait, je vous explique, c'est pas comme ça que ça marche. On a un petit rôle à jouer encore,
A priori, on est journaliste, on a fait des études pour, donc un article tout fait, non, ça ne fonctionne pas du tout. Mais en tout cas, il faut absolument avoir un kit presse, et ça, si vous n'en avez pas, mais c'est essentiel, d'aller faire des photos par un journaliste, par un photographe, d'avoir un maximum d'éléments qui permettent aux journalistes de faire l'article, limite sans avoir à vous demander quoi que ce soit. Un bon journaliste vous donnera toujours des informations supplémentaires, mais ça n'empêche qu'il faut que quand on reçoit le mail, on ne se demande pas qu'est-ce qu'il fait concrètement, j'ai pas compris, à quoi ça ressemble son produit. Il faut qu'on ait tout dans le mail. Passons au ce qu'on a déjà quand même pas mal évoqué. Dans la même lignée que rebondir sur l'actualité de manière parfaitement inutile, il y a solliciter un journaliste pour rien. C'est là que c'est intéressant d'avoir des liens de confiance avec un journaliste, parce que vous savez ce qui va l'intéresser ou pas. Moi, je sais par exemple qu'une nomination, je m'en fous. Alors qu'une nomination pour le Figaro, c'est hyper important. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en fonction des médias, c'est primordial de savoir quelles informations ils sont plus à même de traiter et quelles informations ils vont complètement laisser de côté. Ça vous évitera un peu d'énergie perdue à les relancer. Et donc du coup dans le CP, mais ça il y a une slide sur le CP un petit peu après on pourra en parler, mais que le communiqué soit vraiment le plus clair possible et surtout pas de coquilles. S'il y a une faute d'orthographe, alors on n'est pas des nazis de l'orthographe, mais c'est juste que si c'est bourré de fautes de français et que c'est même pas compréhensible, ce qui arrive vraiment. Je dis pas ça parce que ça arrive vraiment et on en a des cas. C'est perdu d'avance, quoi. Enfin, il faut vraiment que ce soit le plus clair possible. Faites-vous relire par vos collègues, par votre mère, je ne sais pas, mais c'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi les mamans sont plus calées que les papas, mais vraiment, enfin, il faut que le CP circule et que n'importe qui soit capable de comprendre. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi quand je vais voir des startups un peu pointues. Je leur dis, partez du principe que j'y connais absolument rien, que je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Expliquez-moi, présentez-moi ce que vous faites comme si vous parliez à votre grand-mère. Et généralement, c'est quand même radical. Le vocabulaire utilisé est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Et du coup, c'est vrai que c'est la première pierre du travail du journaliste, c'est de comprendre tout de suite ce qu'on lui raconte. Alors en revanche, c'est pas vrai dans tous les cas, parce que si vous vous intéressez à des médias hyper spécialisés de niche, là par contre, il vous faudra un CV un peu plus expert, où vraiment il y a de la valeur ajoutée, il y a de l'info. Il va falloir quand même un peu adapter sa communication en fonction des cibles. Harceler les journalistes. Mon grand favori. Ce qu'il ne faut pas faire absolument, c'est harceler les journalistes. Sachez que là où c'est intéressant de connaître les journalistes, c'est parce que vous allez aussi savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Moi je sais par exemple, j'ai pas de téléphone. Enfin j'en ai un, mais qui n'est jamais allumé. Donc on essaye de m'appeler, on me dit j'ai pas réussi à le joindre, c'est normal. C'est que j'ai un numéro de téléphone pro, sauf que si je l'allumais, il sonnerait toutes les 35 secondes. Donc clairement, il faut que je travaille, donc je l'allume jamais. Donc la seule manière de me contacter sur ce téléphone, en tout cas, c'est de m'envoyer un texto. Mais alors là, si c'est hyper important encore, et sinon, c'est vraiment les mails et la patience. Parce qu'un journaliste ne va pas répondre dans la seconde à un mail. Quand parfois on envoie un mail le matin et que l'après on me demande vous l'avez bien reçu, on va attendre un petit peu avant de répondre parce que voilà, quand on reçoit un flux mais incroyable de mails, on ne peut pas répondre à tout le monde. Et surtout, malheureusement, alors, je suis désolée, on répond quand ça nous intéresse, mais alors quand ça ne nous intéresse pas, on ne prend pas la peine de répondre. Parce que si on devait répondre aux 700 mails par jour, on s'en sortirait absolument pas. Et donc c'est vrai que parfois vous n'allez pas avoir de nouvelles et vous allez vous dire quel boujard, bon, voilà. Bah oui, mais c'est juste que c'est hyper compliqué. Quand on connaît la personne, en revanche, un sujet qui ne m'intéresse pas, moi quelqu'un que je connais dans la vraie vie et avec qui je entretiens des liens, là je vais quand même prendre le temps de lui répondre, évidemment. Et donc dans le harcèlement aussi, c'est trouver le bon rythme en fait pour contacter un ou une journaliste. C'est pareil, c'est ne pas relancer quand on a envoyé un CP, ne pas relancer l'après-midi même 2 jours après. Relancer au moins une fois par mail, mais peut-être une semaine après, sauf si l'information doit sortir et du coup relancer quand même un petit peu avant, mais surtout penser à tous les canaux annexes. Moi je sais que sur Twitter par exemple, tous les gens avec qui je bosse de très près, si j'ai pas répondu à un email, ils m'envoient un tweet et ils m'envoient un message privé ou juste ils me pingent sur Twitter.
Et là, forcément, si je sais que la personne qui m'envoie ça, elle connaît mes centres d'intérêt, elle sait ce qui m'intéresse ou pas. Et donc, si elle se permet, entre guillemets, de me relancer, c'est forcément que le sujet m'intéresse et qu'elle sait que je ne l'ai pas vu et qu'il faut que je le voie absolument. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. Alors, par contre, éviter Facebook, parce que Facebook, c'est quand même encore très privé. Même si moi, je sais que je l'ai ouvert et que je ne poste pas de photos de mes voyages, mais en tout cas, c'est ouvert, il n'y a pas que mes potes. Il y a énormément de start-upers, énormément de VC, etc. Mais ça n'empêche que ça reste perso. C'est de la communication perso. On n'envoie pas une info sur Facebook. Pensez à LinkedIn aussi. Moi, je consulte LinkedIn au moins une fois par jour, parce que c'est l'un des canaux de communication privilégiés de Madines, qu'une grosse part de notre audience est faite sur LinkedIn. Et donc forcément, je monitor vachement ce qui se passe sur LinkedIn. Et c'est vrai que envoyer un CP sur LinkedIn, c'est vraiment le canal le plus approprié et le moins intrusif en fait. Sur le communiqué en lui-même, il faut vraiment que ce soit hyper concis. Il faut pas. C'est comme un article en fait. Un communiqué, il y a un angle. Un communiqué, c'est une info. Et du coup, il faut un titre hyper clair. Il faut un chapeau, un extrait qui résume en une ligne l'information principale. Il faut rentrer très vite dans le cœur du sujet, mais surtout, il faut pas en faire des tonnes. Il ne faut pas écrire 35 pages de tartine parce qu'on a envie de raconter sa vie. Parce que, tout comme un lecteur, le journaliste, et on le perd assez facilement aussi. Et franchement, 3 paragraphes, c'est très bien. Plus, ça devient un petit peu chiant. Contacter un journaliste trop tôt ou trop tard. Là, niveau timing, c'est aussi extrêmement important. C'est que quand on envoie un CP, par exemple une exclue ou un embargo, par exemple, on me dit t'as l'exclu mais pour 1 heure. Non. Alors non, en fait. Déjà, ça voudrait dire que je suis à la solde de la personne qui m'envoie ça et que j'arrête tout ce que je suis en train de faire pour faire l'article dans la minute et avoir une exclue, une avance sur les autres d'1 heure, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, le pire, c'est les CP qui tombent le week-end ou les CP qui tombent tard le soir. Nous aussi, on a une vie, quoi. Et moi, je ne réponds pas à mes mails à 23h. Et c'est vrai qu'un CP qui tombe à 23h en me disant on adore Madines, on a envie que ça apparaisse chez vous avant, mais on l'envoie aux autres à 7h du mat. Mais si vous l'envoyez à 23h, je ne vais pas faire grand-chose. Et du coup, c'est vrai qu'il faut quand même nous laisser le temps de réagir, le temps de digérer l'info et de savoir ce qu'on va en faire ou pas. Et surtout, ce qui arrive quand même assez fréquemment, c'est de nous prévenir en amont. Par exemple, de nous dire, dans 3 semaines, on va annoncer ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Ce qui permet aux journalistes de ne pas faire seulement un petit article bête et méchant, mais de prévoir une interview, d'aller rencontrer les équipes sur place, de faire une vidéo éventuellement. Vraiment, c'est juste que ça permet, c'est tout bénéfice pour tout le monde, parce que ça permet de travailler un contenu de manière bien plus approfondie. Et du coup, pas juste, on n'est pas juste une réaction à un CP. Et trop tard, c'est pareil. D'envoyer, quand on n'est pas dans la liste, et je pense qu'il n'y a rien de pire que « oups, je vous oublie ». Et on l'a envoyé à toute la presse 3 jours avant, et mince, je vous oublie. Alors ça c'est radical aussi. Il y a aussi dans le corps d'un mail, il y a des choses qui sont vraiment absolument rédhibitoires. Le merci de relayer, ou communiquer à diffuser, ou pour relais, pour communication, ça on oublie aussi. Les formules hyper péremptoires où on demande à un journaliste de faire quelque chose, et surtout, ou l'article tout fait. On n'est pas un relais de communication en fait. Et on est là pour informer, on est là pour s'emparer de l'actualité de l'information et la digérer pour la ressortir à notre sauce. Et du coup, c'est vrai que on a notre pouvoir de décision. Et sur les 700 mails qu'on a par jour, je sais que chez Madines, on publie entre 10 et 12 articles par jour. Ça fait une sacrée sélection quand même. Et on a aussi un pouvoir de hiérarchisation. Et tout ça, il faut le respecter, parce qu'un journaliste ne va pas prendre tout ce qui lui tombe, tout ce qui tombe dans sa boîte mail. Je ne sais pas pourquoi je pense que j'ai fait la presse où je devais avoir eu un zip dans un WeTransfer et ça m'énervait. Mais les documents que vous transférez, essayez de les rendre le plus accessibles possible et surtout limiter au maximum les actions que le journaliste a à faire. On en revient toujours sur la fainéantise. Il faut qu'on ait accès à tout très très rapidement. Et du coup, un Google Drive, c'est absolument génial. C'est qu'il y a un lien dans le CP. On a le CP qui est dans le corps du texte, qui est dans le corps du mail. On y a un lien vers le Drive, et là, il y a l'équipe presse qui est là, magique.
avec toutes les photos, et on a absolument tout. Et le drive, pour moi, je sais que c'est vraiment la chose que très peu de startups font, mais qu'on adore absolument parce qu'on a accès à tout. Et surtout, c'est pas un WeTransfer qu'on a oublié de télécharger et que du coup, une semaine après, on se dit mince, il faut que je redemande le lien. Donc c'est chiant pour tout le monde, clairement, pour vous comme pour nous. Au moins, un drive, c'est accessible à tous et c'est quand même la meilleure manière de faire. Et pareil, dans le mail, il n'y a rien de pire qu'un PDF ou juste un JPEG. Ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir un CP en JPEG. C'est quoi l'intérêt? C'est pas cliquable, on peut rien faire. On ne peut absolument rien en faire. Et en plus, généralement, c'est quand même la qualité quand même dégueu. Faut bien dire ce qu'il est. Et parce que c'est ça en fait, un journaliste, même s'il va retravailler l'info, parfois c'est débile, mais pour ne pas faire une faute d'orthographe, on copie-colle le nom. Et si on ne peut pas copier-coller, c'est un peu compliqué. Faire un communiqué de presse tout seul comme un grand sans agence. Alors là, il n'y a pas... on l'a déjà pas mal évoqué juste avant. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'énormes besoins de communication, faire un communiqué de presse tout seul, franchement, c'est pas sorti. Ça demande juste de se poser un peu sur clairement qu'est-ce que j'ai envie de dire, quel est le message clé que j'ai envie de passer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme un article, il faut un angle, il faut une ligne directrice, il faut absolument s'y tenir. Donc c'est un titre informatif mais qui donne envie. Donc pas de communiqué de presse, pas de... j'ai pas d'exemple en tête, mais il nous faut l'intro tout de suite et surtout... Ah, je l'ai pas dit. Pas de je suis le Uber du machin ou le Airbnb du truc. Ça c'est pareil, c'est pas incitatif du tout. Ça fait 3 ans que tout le monde le fait et qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Parce que clairement ça n'a aucun intérêt. Vous êtes le Uber de rien. Ok, très bien, ça veut juste dire que vous avez une plateforme, mais ça n'a pas du tout d'intérêt pour nous. Et surtout, on croit que c'est original, sauf qu'on en reçoit 150 par jour. Des Uber de trucs et des Airbnb d'achat. Donc du coup c'est un titre informatif mais hyper personnalisé, qui donne envie. Très important, la date et le lieu de l'info. Parce que parfois, ce qui arrive quand même d'ailleurs assez souvent, c'est que quand on n'a pas repris une info assez rapidement, on nous renvoie un CP. Sauf que le CP en fait c'est exactement le même que celui qu'on a reçu 2 semaines avant, c'est la même info, on n'est pas dans les meilleures dispositions, clairement. Hein. Enfin, a priori il y a très peu de chances que parce qu'on nous renvoie le même CP 2 semaines après, on le reprenne plus que 2 semaines avant. Mais du coup, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que le CP qui revient 2 semaines après, et qui revient encore après, et qui revient encore après, quand il y a la date et qu'on voit clairement que le CP a déjà été envoyé 42 fois, on y prête, mais alors zéro attention. Sauf que quand on est dans des dispositions, un peu, comment dire, je disais que c'est pas parce qu'on nous renvoie un CP qu'on va le reprendre, sauf que parfois, par exemple une levée à côté de laquelle on est passé, ce qui arrive quand même absolument pas, pour dire très peu. Moi c'est hyper important pour moi de savoir que la levée à côté de laquelle je suis passée, même si le mail date du 7 juin, la levée elle a été annoncée le 25 avril. Et du coup c'est vrai que c'est hyper important d'avoir la date et le lieu de l'info. Le lieu aussi parce que selon les médias, moi, donc Madines, on est sur les startups françaises uniquement, sur les entrepreneurs français, mais ça nous arrive très souvent que les gens n'aient pas forcément bien identifié la ligne édito, et du coup nous envoient des choses sur des boîtes anglo-saxonnes ou quoi que ce soit, et du coup quand je vois à Londres telle date, au moins ça élude direct ce que je vais faire du sujet. Je vous parlais de 3 paragraphes, c'est complètement subjectif. Mais je sais que chez nous en tout cas, on a fait une carte de chaleur du comportement de nos lecteurs, passer 3 paragraphes, ils arrêtent de lire. Et en fait, je me rends compte que même quand un CV m'intéresse, généralement, moi je m'arrête même au 2e paragraphe. C'est que je ne vais pas plus loin. Donc c'est vrai qu'il faut être hyper concis et les infos, il ne faut pas en donner trop. En revanche, ce qu'il faut absolument, c'est avoir un paragraphe annexe, qui n'est pas dans le CP, mais qui est qui est isolé un petit peu du reste du CP, sur toutes les infos possibles, sur la date de création d'entreprise, sur les fondateurs, on ne demande pas de faire une fiche Wikipédia pour chaque fondateur. On s'en fout un peu, par contre, on veut bien le parcours retracé en quelques mots, ça c'est quand même hyper important de savoir d'où est-ce que vous venez. Donc il nous faut vraiment les dates clés aussi, l'historique de la société, et les chiffres clés, parce que les journalistes adorent les chiffres. On adore le montant levé, on adore
tout ce qui voilà, le CA si vous pouvez. On aime beaucoup pouvoir identifier assez rapidement, enfin les chiffres ça parle quand même bien plus que les mots, et c'est vrai que c'est quand même assez essentiel d'avoir dans un petit paragraphe où en un coup d'œil on sait à quoi on a affaire. Le ton est extrêmement important. Tout comme on ne demande jamais à un journaliste merci de relayer, merci de publier, on n'adopte jamais une démarche commerciale dans un CP. On n'est pas des relais, on est là pour digérer l'information et donc on est là pour vous êtes là pour livrer une information. Et donc le ton doit être hyper informatif et on oublie, comme ce que je viens de faire, les superlatifs. Il n'y a pas de on est géniaux, on a le meilleur produit du monde, ce qui arrive très souvent aussi, vraiment. Donc il faut être le plus neutre possible. Écrire votre CP un peu comme si vous l'écriviez sur le produit de quelqu'un d'autre que vous connaissez évidemment très bien, que vous maîtrisez très bien, mais vraiment il faut être le plus neutre possible. Un call to action, avec un lien, donc c'est ce que je disais par exemple dans le corps du CP, donc il faut que ce soit cliquable. Et surtout si vous donnez accès à des docs extérieurs, mettez le lien. Mettez le lien sur le doc, ce qui arrive quand même assez fréquemment aussi, où on doit chercher nous-mêmes, par exemple, aller taper, si c'est un CP sur une app, c'est à nous d'aller chercher directement dans le store, ou comment je trouve cette app. Ce qui, clairement, là aussi c'est pareil, on est des feignasses, donc ne nous laissez pas chercher. Donnez-nous directement accès au téléchargement. Y compris sur votre site d'ailleurs, c'est vrai que parfois on n'a pas de lien sur le site, malheureusement la créativité aujourd'hui fait que parfois il y a plusieurs boîtes qui ont le même nom, et en tout cas qui sont très très proches. Et donc dans un article, on peut se planter. On peut être allé voir le mauvais site, ce qui arrive quand même rarement. Mais si vous voulez quand même que ça n'arrive pas, mettez vraiment le maximum de liens possible. Communiquer, envoyer en avant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc le communiqué cliquable, c'est pareil, c'est hyper important. Il y a une question qu'on m'a posée la dernière fois, on m'a demandé, et j'avais jamais réfléchi à ça, on m'a demandé sur le fait de choisir une agence ou pas. Une petite start-up lyonnaise m'a dit mais on est 10, est-ce que toi en tant que journaliste, le fait qu'on passe par une boîte de RP ça te choque? Je ne comprends pas, ça me choque comment? Il m'a dit est-ce que tu as l'impression qu'on gaspille notre argent parce qu'on passe par une boîte de RP? Est-ce que du coup toi en tant que journaliste tu te dis eux clairement ils n'ont pas besoin de moi, ils ont l'argent pour une boîte de RP, je ne vais pas parler d'eux. Et c'est une considération, mais je n'y avais jamais réfléchi. Mais visiblement, c'est une question qui revient. Et clairement, passer par une boîte de RP ou faire ça comme tout seul, ça ne change rien pour nous. Passer par... on l'analyse même pas en fait. On regarde évidemment qui nous a envoyé le CP, mais on va pas se dire il a 5000 balles à claquer par mois dans une agence. On n'y pense absolument pas. Donc ça ne va pas être ça la considération de base sur est-ce qu'on choisit une boîte de RP ou pas. Et donc là on passe à la phase de questions. Je pense qu'il y a pas mal de choses là c'est quand même des généralités, et clairement ce que moi je vous dis qui est valable pour mon média ne sera pas forcément pour un autre. Je pense qu'on ne travaille pas tous de la même manière. Je pense qu'il y a certains journalistes, moi je sais qu'avant j'avais le temps de décrocher mon téléphone. Et donc je préférais qu'on m'appelle. Sauf qu'aujourd'hui, dans les rédactions web, en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt la différence entre les rédactions web et les rédactions traditionnelles. Donc clairement, une rédac web, il faut que ça envoie. On a un article qui sort par heure, et donc on n'a absolument pas le temps de décrocher le téléphone. Mais dans d'autres rédactions, je sais qu'ils privilégient le téléphone. Donc ça, c'est pareil. Ça reste de la relation humaine, et c'est à vous de voir vraiment comment un journaliste se fait contacter. Mais donc c'était un peu des généralités qui, j'espère, vont vous aider. Mais si vous avez des questions hyper précises, c'est le moment. J'ai une question. Aujourd'hui, on parlait de transmédia, cross-canal. J'ai côtoyé beaucoup les journalistes de presse classique, mais aujourd'hui, il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux, et il y a aussi des journalistes où on dit qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'ont peut-être pas fait de CFJ, mais en tout cas, ils ont une légitimité sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre stratégie pour les toucher sur LinkedIn ou sur Twitter est la même que celle que vous avez décrite? Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des journalistes traditionnels. C'est très journaliste traditionnel. Alors, pour les influenceurs, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que je pense que déjà le mail, on l'oublie. Clairement, il faut plutôt les contacter par les canaux sur lesquels ils sont le plus massivement présents. Un influenceur Instagram, généralement, il va mettre son mail quand même, mais on peut le contacter directement sur Instagram.
Après, les influenceurs, ça dépend quel niveau ils ont, mais ils sont généralement accompagnés par des agents. Et donc du coup, quand on veut aller chercher un influenceur qui commence à peser un petit peu, il faut surtout aller chercher l'agent, parce que de toute manière, il ne répondra pas. Et donc ça, c'est des infos qui se trouvent très facilement sur Internet. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la même démarche. Sur le produit, notamment si vous avez un produit ou un service, pour eux, le test, pour nous, c'est important, pour eux, c'est primordial. C'est que si vous ne leur envoyez pas ce que vous faites, vous n'existez même pas. Un CP, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose ça, qu'il faut bien garder en tête. Après, la différence journaliste-influenceur, aujourd'hui, elle est aussi moins vraie. J'ai pas fait le CNJ en tant que journaliste. Ok, ça mérite un peu quand on dit que c'est un blog, mais elle est quand même moins vraie. Enfin, il y a de moins en moins de limites, il y a de moins en moins de frontières, en tout cas entre les influenceurs et les journalistes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de savoir, tout comme pour un journaliste, c'est savoir vraiment ce qui intéresse la personne. Le moyen de contact, ça varie selon ce qu'il utilise le plus souvent comme canal. Mais c'est vrai que en tout cas sur ce qu'il cherche, et sur l'approche qu'il faut en avoir, c'est qu'il faut vraiment maîtriser la personne, maîtriser ce sur quoi elle communique en fait, et regarder vraiment est-ce que si je lui envoie un truc, enfin déjà est-ce que c'est juste de l'argent perdu pour moi. Par contre, généralement les produits ils les gardent. Est-ce que je leur envoie quelque chose et que du coup mon produit qui a 200 pages, je peux m'asseoir dessus parce qu'ils ne le renverront pas. Ce qui n'est pas le cas de tous les influenceurs non plus. C'est pareil, c'est hyper compliqué de faire des généralités en fait, parce que moi j'ai pas mal d'amis influenceurs et tous gèrent leurs relations avec les startups et les marques d'une manière très différente. Mais en tout cas, il faut quand même les connaître et savoir surtout ce qui est important en fait, dans une stratégie média, c'est d'identifier les bons relais pour vous. Parce que autant moi je veux délivrer le plus d'infos possible à mes lecteurs, autant parfois je suis clairement pas le canal à utiliser en fait. Et du coup c'est vrai que ça passe par connaître vraiment la valeur ajoutée des personnes auxquelles vous vous adressez. Et donc si on est sur quelque chose de très B2C, un produit un produit très grand public, influenceur plus presse quotidienne nationale, c'est hyper important. Mais ça, c'est à vous de voir. Et effectivement, les influenceurs, ils sont, je pense, encore plus sollicités que les journalistes. Oui, mais juste une expérience personnelle sans vouloir monopoliser. Par expérience personnelle, avoir touché des influenceurs et des blogueurs, je me suis rendu compte que on a touché un peu l'ego des journalistes dits traditionnels, pour le mot. Et du coup, le produit s'est vu être intéressé par les journalistes tradis parce que blogueurs et influenceurs s'étaient intéressés au produit et eux se sont dit par ego touchés, tiens, nous on n'a pas été sollicités et du coup ça a créé une sorte de c'est pas faux, ça peut être aussi effectivement la petite aiguillon. Voilà, ça peut effectivement. C'est pour ça que les influenceurs, moi je les trouve plus faciles. Ouais. Après ça dépend aussi parce que je sais que par exemple sur ma business, moi il y a un truc qui me. Enfin, on est tous hyper en veille, hyper alerte sur tout ce qui se passe. Et moi, par contre, publier une info qui a déjà été publiée par des journalistes autres, ça m'emmerde. Et donc, je préfère être ce côté influenceur, être là avant les autres et ne pas arriver après la bataille. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, les influenceurs, ça peut être un peu l'aiguillon qui permet de réveiller la presse tradie. Et surtout, en fait, c'est vrai que quand quelque chose commence à faire un peu le buzz et commence à prendre un peu de poids, et qu'on se dit, ah merde, en fait, le CP, je l'ai reçu il y a 3 mois. Oui, la presse et que le journaliste, c'est pas très bon. Après, on peut passer à côté de certaines infos, c'est évident. Dans le flow, c'est ce que je dis, parfois on peut complètement passer à côté d'un truc qui va être gigantesque. Mais si le journaliste a un tant soit peu de sensibilité et d'intuition, c'est pas parce qu'un influenceur en parlera que ça va le toucher. Mais en tout cas, c'est vrai que pour certains médias, ça peut effectivement jouer le rôle. Je vous remercie beaucoup pour le workshop. Vous parlez de choses très concrètes, notamment sur ce point de harceler les journalistes, parce que nous, on a très envie, comme beaucoup, si vous bien compris, dans ma business. On avait réussi, on était super contents. Vous nous avez répondu, je l'ai repris, en fait, tout s'était passé par. On a rencontré Étienne Porter au Summit. Vous êtes qui déjà Mel Clark, une startup lyonnaise. Et donc là, on a une réponse de votre part disant variez-vous un peu de temps, demandant un CT. Alors, c'était peut-être notre erreur initiale, notre actu de base,
était sans CP, parce qu'on était persuadé que le CP c'était un format parfaitement désuet. Voilà. Et alors du coup, vous nous dites, est-ce que vous auriez un CP, on ne l'avait pas, et auriez-vous un peu de temps pour une démo? Donc ça, on a répondu en disant 14 avril, avec votre 06 en bas de l'email. Et donc on n'avait pas de réponse. Et ça, c'était un gros cas de conscience, justement, sur le harcelé. On s'est dit, c'était en plus à l'occasion d'une campagne production, donc la campagne était un peu passée. Est-ce qu'on la relance, est-ce qu'on la lance pas? Et donc à la démo, vous m'avez répondu quoi? Et on dit, bien sûr. Et là, ouais. Alors on s'est dit, et vous m'avez posé des dates? Est-ce qu'elle nous a ghosté? Non, on ne ghoste pas. Ah, non, mais en plus, c'est ce que je disais, c'est que... Est-ce que dans ces cas-là, par contre, dans ce cas-là, c'est bon harcèlement? Il faut relancer parce que clairement, s'il y a eu une marque d'intérêt, s'il y a eu une marque d'intérêt de notre part, mais qu'on a laissé passer un mail ou quoi que ce soit, c'est clairement juste que le mail est passé dans le flot des autres mails. Et donc, si on a déjà montré l'intérêt, c'est qu'il faut y aller, quoi. Enfin, c'est une porte ouverte au harcèlement. C'est qu'on vous dit, ok, vas-y, envoie-moi tout ce que tu veux. Mais non, mais enfin, vraiment, si le journaliste a répondu, c'est qu'il a été ferré, et c'est que là, on peut le relancer sans aucun problème, quoi. On se voit après. Ouais, j'ai une question un peu dans le même ordre sur le harcèlement. C'est pour des livres, alors c'est un peu particulier. Et j'ai lu en fait, alors c'est parce que je suis auteur et éditrice, et j'ai lu 3 journalistes avec lesquels on a un super feeling en fait. On s'est renvoyé voilà, des mails, etc. On dit vraiment écrire, mais en même temps finir de lire le livre. Ouais. Et là, je me dis, est-ce que je les relance? Ça fait déjà 2 fois. Les 2 dernières fois, ils m'ont répondu. Ils me disent oui, super, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Mais est-ce que ça va être dans là-dessus? C'est comme c'est un peu une info froide. Est-ce que c'est compliqué? Je me dis, est-ce qu'il faut garder la présence à l'esprit ou au contraire les laisser parce que là, du coup, tu bascules en harcèlement? En fait, c'est ce que je disais, s'il y a déjà eu une marque d'intérêt, on ne prendra jamais mal qu'on nous relance. En revanche, si le dernier mail stipulait je reviens vers vous quand j'ai fini, ou en tout cas je vous préviens quand j'ai fini, là je pense qu'il faut laisser un peu de temps. Si par contre, si 3 mois il ne s'est rien passé, c'est qu'il y a eu un problème et qu'on vous a oublié. Mais s'ils sont en train de lire le livre, a priori, c'est qu'ils sont quand même, ils sont dans le sujet, quoi. Mais c'est vrai que c'est, mais souvent, nous, je sais qu'on fonctionne par tâches à Zana, autant dire que c'est un enfer. On doit avoir 150 tâches par jour. Parfois, il y a beaucoup de choses qu'on repousse et qu'on repousse et qu'on repousse. Et c'est possible que la lecture d'un livre, c'est quand même un peu engageant, ça demande un peu de temps. Et du coup, peut-être qu'ils attendent le bon moment. Mais en tout cas, s'il y a déjà eu un échange avec eux, je pense que c'est pas une mauvaise chose de les relancer. Juste pas le lendemain du précédent mail, quoi. Faut laisser passer un peu de temps. Du coup, la question qui vient un peu avec, c'est que je me disais, moi j'ai lu des affus depuis, des tribunes dans des médias importants, des choses comme ça. Est-ce que je me dis, je le relance en me disant, bah tiens, en fait, j'ai lu. Alors, par contre, ça, non, jamais. Pareil, une boîte qui m'envoie un message en me disant, oh, on a un article dans French Web. Et non, non, en fait, c'est que. C'est con, mais on a de l'ego, on a un ego quand même. et non, faut pas montrer que la concurrence a. Ouais. Et une info sur l'auteur. Si l'auteur a été nominé. Ah bah ça oui. Et ça surtout, en fait, ce qui est problématique avec les infos froides, c'est que généralement les journalistes vont aller chercher une accroche actu et ils vont aller chercher quelque chose de chaud auquel raccrocher le sujet. Et donc pour le coup, une nomination, et ben là on est. Clairement, il y a une actu, et donc à l'occasion de cette actu-là, on parle du livre. Mais c'est vrai que c'est important, si jamais il n'y a pas eu de publication au moment où vous avez dit qu'il le ferait, de renvoyer au moment où il y a une autre plus grosse actu, petit rappel, petit gentle reminder qu'on appelle ça, je suis là. Mais ouais, attendre, si il y a une autre actu, je pense que c'est déjà beaucoup plus facile de les relancer. C'est sur la création de la relation privilégiée entre le journaliste et la start-up ou l'entreprise. Alors déjà, Provence Paris, il y a de temps, donc en effet il y a peut-être des échanges numériques, mais si on n'a pas d'information, tout de suite comment créer le premier contact avant que l'information tombe, pour connaître exactement ce que les intérêts du journaliste, surtout quand on ne peut pas toquer à la porte et qu'on voit que vous avez déjà 700 mails par jour, donc juste dire tout coup j'aimerais beaucoup le connaître parce que vraiment alors ça ne marche pas. Bah non, ça ne marche pas. Mais généralement on a des journalistes en région. Et ça, il faut le savoir, c'est sûr. Mais je sais que moi, j'ai créé un pool de pigistes partout en région.
Et du coup, c'est un peu les représentants de Madines. Et je pense que pas mal d'autres rédacs, déjà la Tribune, etc., c'est évident qu'ils en ont. Je ne sais pas si d'autres sites web pure player en ont, mais ça peut être intéressant de savoir s'il y a quelqu'un sur place en fait. Et voilà, première question, c'est si vous avez quelqu'un sur place pour votre rencontre. En revanche, c'est sûr que ça nous arrive aussi très souvent qu'on nous envoie pas de CP, qu'on nous dise juste on peut se téléphoner? Non, j'ai pas le temps. Et du coup, c'est sûr que c'est compliqué. Mais dans ce cas-là, il faut essayer d'intéresser la personne. J'ai un exemple, un sujet hyper compliqué, enfin une start-up d'un sujet mais vraiment très complexe. Un premier mail auquel je ne réponds pas. Deuxième mail, très drôle, avec un gif qui va bien, mais très drôle. Et très, on a lancé un analyse au ton, on va absolument vous avoir, etc. Et juste le fait de personnaliser le mail et ça change tout. Et j'ai prêté une oreille attentive à ce qu'il me disait, alors que clairement, j'aurais juste eu son CV pour le coup. Je pense ça n'aurait pas survécu longtemps dans ma tête. Mais juste le mail a été tellement marquant, et que du coup, après la relation, il a rencontré une de mes journalistes, et clairement, on n'aurait pas passé une demi-heure avec lui si on avait eu un message lambda. Et donc, je pense que tout est dans le mail en fait, et tout est dans la manière dont on s'adresse à la personne. Le mail ou le papier Pardon? Le mail ou le papier? Encore une fois, parce que là, tous les moyens de contact dont vous avez parlé passent par mail, par réseau social, etc. Et en tout cas, moi je suis persuadée, il y a d'autres manières aussi de toucher les gens aujourd'hui, et notamment le papier, ou en tout cas un envoi pour les rédacs traditionnels, je pense. Pour les pure players. Si, parce que. Des médias comme ici, comme Ouest France ou Place Océan. Ouais, ça ne m'étonne pas. Moi je sais que quand j'étais chez. Dans les conférences de rédaction, à la limite, s'il y a eu un courrier, il passe dans les conférences de rédaction le matin, mais si on touchait un journaliste en particulier, c'est pas mal. Là, c'est une expérience personnelle. Après, ça dépend ce que vous envoyez. C'est pas un courrier personnellement. Moi je sais que parfois on reçoit des produits sans qu'il y ait eu de relation, préliminaire avant. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de. Et si c'est un produit, on le reçoit directement, et là on le teste et on l'a dans les mains et ça change tout. Mais c'est vrai que, du coup, si c'est un courrier, c'est quoi? Ça peut être une boîte surprise en effet avec un produit dedans, ou une approche complètement différente qu'en effet un courrier classique. Ouais. Et alors ça, on en a tellement peu en fait que effectivement, je pense qu'on peut prêter attention. On avait reçu une box pour un festival, je ne sais plus ce que c'était, et qui présentait de manière vraiment hyper jolie un objet par start-up. Pour le coup, par contre, c'est un coût quand même faramineux. Mais faire des relations presse, c'est pas. Oui, c'est sûr, mais il faut quand même être sûr que c'est bien ciblé, et surtout on n'en a pas 500 quoi. Donc il faut que ce soit hyper ciblé. Mais c'est sûr que pour attirer notre attention, tout est bon quoi. On nous a déjà organisé des jeux concours sur Twitter juste pour Madines, où on nous demande de venir à un tournoi de je sais pas quoi, de venir challenger le CEO à un tournoi. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent à partir du moment où c'est un peu décalé et où ça rentre pas dans notre flux quotidien. Mais donc toute action un peu, c'est comme un mail original, c'est toute action un peu décalée aura forcément de l'impact. Après, par contre, ça ne veut pas dire que ce sera systématiquement suivi d'une publication. Mais au moins, vous aurez déjà intéressé le journaliste, et il y aura l'influenceur, et il y aura déjà eu un petit étincelle dans les yeux, genre on essaye de faire un peu mieux que les autres. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus d'infos sur les tribunes que l'on peut envoyer? Alors là, ça dépend vraiment des médias. Généralement, on rebondit, là pour le coup, on rebondit, mais de manière très approfondie sur une actualité. Par exemple, jusqu'à la nomination Macron élu président, on a reçu je ne sais combien de tribunes sur quel va être son impact sur l'écologie, alors ça nous intéresse pas forcément, mais ça c'est hyper intéressant de se dire que pour nous en tout cas, c'est du travail qu'on n'a pas à faire, parce qu'on peut parler d'une actu par le biais d'un expert qui prendra la parole sur ce sujet-là. Après, si c'est pas lié à une actu, il faut que ce soit des infos déjà qu'on n'a pas vues partout ailleurs, et surtout des infos que le journaliste n'aurait pas forcément pu sortir lui-même.
Des choses très, très novatrices aussi. Enfin, on a beaucoup de tribunes, mais c'est juste un enchaînement poncif qu'on entend déjà depuis 3, 4, 5 ans. Ça n'a pas grand intérêt. En revanche, je sais que par exemple, on a proposé, un VC a proposé une série de tribunes sur les deep tech, et avec des angles vraiment mais hyper travaillés. Et je lui ai dit, mais bingo, alors que c'est 10 articles, et 10 articles c'est quand même lourd. Et je lui ai dit, mais on y va, il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que après, ça dépend aussi malheureusement de la manière de l'humeur du journaliste du jour. C'est qu'une tribune, c'est hyper subjectif, et qu'un jour je vais dire ça m'intéresse pas, et que le lendemain je vais peut-être y retourner quand même, peut-être que c'est intéressant. Et là, ah oui, en fait, il y a quelque chose à creuser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà il faut quand même qu'il y ait un peu de fond, qu'il y ait du fond, et que ce soit pas hyper court, et que ce soit tout comme un mail, que ce soit pas une manière de passer un message sur notre boîte. Parce qu'on ne fait pas la promotion de sa société dans une tribune. De toute manière, quand on écrit une tribune, sur le site, il y a forcément un petit texte qui présente la personne qui l'a écrite, et la promo, voilà, elle est là. Il y a un lien pour le SEO, et on est très bien. Mais une tribune, c'est vrai qu'il faut vraiment être légitime aussi sur le sujet. C'est au-delà de donner un point de vue, c'est vraiment aussi apporter ses connaissances en fait. Et du coup, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'un journaliste est capable de faire. Parce que clairement, on traite, je ne sais pas combien de sujets. Moi, deep tech, ok, très bien, je peux en parler comme ça, je comprends ce qu'on me raconte, mais je ne peux pas aller dans le dur parce que je ne suis pas experte et que à côté, j'ai 1000 autres sujets. Donc, c'est hyper important de vraiment faire ressortir son expertise. Et quand on envoie dans ce cas-là une tribune, est-ce qu'il faut la présenter de la même manière que le CP avec le titre, le chapeau, 3 paragraphes, etc. Ou alors il faut le faire d'une autre... Eh ben, ça dépend. Alors en plus, généralement sur la tribune, ce qui se passe aussi, c'est qu'on m'envoie un mail pour me dire j'aimerais rédiger une tribune sur tel sujet. On m'envoie le synopsis. Et avant de la rédiger, du coup, je dis bah oui ou non. Et donc ça, c'est une bonne manière de faire parce que ça permet de ne pas perdre de temps. Après, c'est sur du Madines, parce qu'évidemment, une fois qu'on a rédigé une tribune, on la propose d'abord à un média. Et si le média dit non, on la propose ensuite à tous les autres qu'on a identifiés. Mais c'est vrai que de demander d'abord aux journalistes qu'on target vraiment en priorité si ça peut l'intéresser et surtout comment ça peut l'intéresser. Moi je sais qu'on accompagne souvent aussi les rédacteurs, les experts dans la rédaction de leur tribune. Je leur dis plutôt telle longueur, plutôt comme ci, plutôt comme ça, et on valide surtout le synopsis. Ça c'est hyper important de valider au moins l'intention. D'accord, et après je vais arrêter, je vais laisser parler aux autres. Du coup, tout à l'heure, vous disiez qu'en fait, il ne faut pas envoyer un texte tout près pour que les gens... Mais une tribune, c'est très différent. Mais la tribune, c'est très différent. Pour le coup, là, vraiment faire quelque chose de plus... non, une tribune, c'est très différent. Le journaliste ne sera pas vexé, en fait. Ah, mais pas du tout. Et surtout, par contre, il faut bien que ce soit marqué tribune, ou avis d'expert, ou il faut que ce soit clairement balisé. Mais là où je dis, on ne veut pas un texte tout près, c'est que parfois, on nous envoie des articles, mais tout fait. Et en plus avec notre charte, c'est-à-dire que nous, on commence toujours par hashtag, le secteur, etc. On nous envoie un article, mais pensé pour Madines, et on dit pour publication. Ah non, c'est gentil, hein, c'est chouette, mais c'est du taf pour eux. Mais une tribune, un avis d'expert, déjà il faut envoyer votre portrait avec, parce que généralement on met la photo de la personne qui a écrit le texte, et c'est marketé différemment, enfin c'est packagé différemment. D'accord, merci. Moi j'avais juste une question au niveau du contenu RP, à part les tribunes et les CP. Est-ce qu'il y a d'autres contenus éditoriaux aussi qui fonctionnent bien avec les journalistes ou ce sont les principaux contenus que je saurais aussi? Les avis d'experts, c'est vraiment les principaux parce que tout en fait va vite tomber dans on essaye de me vendre un truc pré-mâché. Quand on m'envoie une interview, pareil, une interview c'est pas un article en soi, mais c'est déjà quelque chose, on a déjà fait le travail à la place en fait. Et donc ce qui est important, c'est que tout ce que vous envoyez doit être une valeur ajoutée par rapport à ce que nous on peut faire, mais il ne faut jamais se substituer à ce que nous on peut faire. Et du coup, voilà, je pense que à part la tribune et avis d'experts et les études, les infographies aussi. Ça, les infographies pour le coup, c'est hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose que nous on mobilise pas forcément de ressources pour créer ce genre de choses. Et du coup, c'est sûr que si vous avez des chiffres sur une étude menée sur vos utilisateurs, etc., et que vous pensez que ça peut être intéressant pour des lecteurs, le présenter sous forme d'infographie, il y a quand même de très grandes chances que le journaliste le reprenne, parce que c'est pas quelque chose que la rédac pourrait faire.
parce que ça demande du temps, de l'argent. Et du coup, c'est sûr que si vous arrivez, en fait, c'est comme pour tout, si vous arrivez avec un contenu que nous, on ne serait pas capable de produire, bah, généralement, c'est bingo, quoi. C'était sur l'actu, en fait. Est-ce que lorsque vous recevez des communiqués ou des dossiers de presse, mais que vous n'êtes pas forcément vous sur un dossier d'actu, vous les gardez en vous disant, lorsque j'aurai ce dossier-là, vous savez que... parce que c'est quand même compliqué d'être toujours dans l'agenda éditorial. Et voilà, c'était ça ma question. En fait. Moi je sais que c'est comme ça que nous on fonctionne, et dans ces cas-là, on répond. Là vraiment pour le coup, de toute façon quand ça nous intéresse, on répond. Et je dis que pas maintenant tout de suite parce que c'est pas possible, mais qu'en revanche on a un dossier sur le sujet dans 2 semaines, et donc on reviendra vers vous à ce moment-là. Mais ça c'est complètement, après je sais pas comment on fonctionne, mais on fonctionne quand même tous globalement de la même manière. Moi je sais que j'ai mes dossiers thématiques dans ma boîte mail, et que quand je vois un CP où je me dis c'est pas pour maintenant, en revanche pour mon dossier Clean Tech dans 3 mois, ça peut le faire. Et donc on répond, et là pour le coup on donne généralement une indication de date. Je pense qu'on va faire un dossier aux alentours de... C'est le meilleur moyen pour nous de vous dire qu'il faut nous recontacter à ce moment-là, parce que clairement on ne reviendra pas. Même si le mail est de côté, c'est important pour vous de revenir en vous disant tiens, je crois que c'est dans 1 semaine que le dossier doit commencer à être bossé, etc. Peut-être qu'il faut que je revienne vers le journaliste. Et je dis pas qu'on ne reviendra jamais, hein. Mais c'est sûr que même si on le met dans notre petit dossier et qu'on y pense, ça peut être bien de nous faire un petit reminder au moment où on avait dit qu'on vous contacterait. Il y a autre chose, juste un truc que je n'ai pas précisé aussi. Sur les influenceurs, les blogueurs, etc. Ne payez jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont je commence à prendre connaissance. Ça fait 2 ans que je passe pour Madines, et il y a des choses qui m'étonnent un peu tous les jours. Par exemple, une fois j'avais mis un lien vers le site d'une personne, vers le site d'une startup, sur le nom de la startup. Elle me dit par contre, est-ce que vous pourriez juste, pour améliorer le SEO, le mettre non pas sur le site, mais plutôt sur ce qu'on fait, pour améliorer le SEO. Je dis oui, aucun problème. Et la personne me dit, vous me direz combien ça fait et je vous envoie une facture. Là non en fait. J'ai hyper surprise, mais en fait c'est mon travail, c'est normal que je le fasse. Et on m'a répondu que ça marchait comme ça pour beaucoup d'autres acteurs. Et ça, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Enfin, clairement. Votre argent, il est précieux. Les médias qui vous font payer, ça, je pense que ça ne vaut pas la peine. C'est qu'ils n'ont pas choisi le bon modèle, clairement. Donc ne payez jamais pour un lien hypertexte et ne payez jamais pour... Après, ça dépend, parce que si vous rentrez dans une logique de communication, où clairement vous voulez un article un peu plus poussé, vous avez des exigences en fait, là effectivement peut-être qu'on vous proposera quelque chose de payant, mais en tout cas pour rebondir sur une actu ou pour faire une interview, il faut absolument jamais payer. Et surtout, c'est des pratiques malheureusement qui sont assez courantes. L'un des fondateurs du NUA m'expliquait qu'il a fait une interview il y a très peu de temps, qui a duré 45 minutes avec un journaliste. Et à la fin de l'interview, le journaliste lui dit par contre pour publication ce sera 2500 €. Alors ça, on est d'accord que ça ne se fait pas, hein, évidemment. Mais malheureusement, ça arrive aussi. Donc juste, conseil, ne rentrez jamais dans cette logique. C'est les alimenter et clairement, c'est pas une bonne chose parce que vous n'êtes pas le tiroir caisse. Voilà. Un premier contact avec Twitter, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous parlez beaucoup de mails. En fait, généralement, on veut avoir l'info tout de suite. Avant de donner suite, le premier contact Twitter, ça va être je vous envoie mon mail pour que vous m'envoyiez le CV. Moi, j'ai besoin de savoir ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous proposez, avant d'aller plus loin. Et du coup, Twitter, ça peut être juste pour me demander mon mail. Mais il est déjà affiché. Et du coup, ça peut être un message privé avec des infos. Un message privé, ça veut dire que je vous suis. Quelque chose de cliquable. D'accord, parce que ça a été pas un peu comme ça, on peut envoyer un CV, effectivement. Je pense que si vous voulez envoyer un CV directement sur Twitter, il faut juste, dans ce cas-là, que le premier message qui est adressé, vous donniez quand même le max d'infos sur ce que vous faites. Et bonjour, je fais ceci, est-ce qu'on peut se parler? Est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Tout simplement. Est-ce que Madines, c'était envoyé rédactionnel? Eh ben non. Il faut nous les demander. Non mais c'est ce que je disais, c'est qu'il y en a qui les publient.
Mais il me semblait qu'il n'y avait pas vu ça Ouais. sur le Non, site non, de on ne publie pas. On ne publie pas parce qu'il change un peu au gré de nos envies en fait. Mais en tout cas, on a des gros dossiers quand même dans les tuyaux. Et généralement, si c'est pas le planning, au moins on vous envoie les milestones, enfin les prochaines étapes. Par contre, vous les donnez aux agences RP ou pas? Bah, celles qui demandent. Ok. On donne les prochains gros sujets sur lesquels on va bosser. Ouais. Un peu dans la même veine de la question précédente, c'est si on n'arrive pas à prendre contact avec un journaliste ou un influenceur, envoyer un produit à tester en direct, est-ce que ça, c'est pas perçu comme une tentative de... D'achat? Ouais, c'est ça. Ouais. S'il y a déjà eu une première tentative, je pense, enfin, clairement, moi, quelqu'un qui m'a déjà envoyé un CP et qui m'envoie son produit, je pense que je ne vais même pas regarder le produit parce que si j'ai déjà dit non au CP, c'est qu'a priori ça ne m'intéresse pas. Et en revanche, envoyer son produit directement à une toute petite cible, enfin à 10 personnes, il ne faut pas envoyer ça. Surtout qu'il suffit de 10 personnes pour que la sauce prenne et que les autres journalistes se disent hey, c'est sympa ce dont ils ont parlé. Mais il faut pas arroser, ça c'est une évidence. Et s'il y a déjà eu un premier contact qui n'a pas donné suite, ça sert à rien d'envoyer le produit. Enfin, moi je sais qu'effectivement, parfois c'est un peu trop obvious qu'on essaie de m'acheter, quoi. Et ça fonctionne pas. Enfin, on n'a pas envie de rentrer dans cette logique-là. Mais enfin, je dis ça pour moi, mais peut-être pas valable pour tout le monde. Quand on démarre en tant qu'annonceur, sans passer par une agence RP, est-ce que vous avez des conseils pour identifier justement les bons journalistes et les identifier à travers les réseaux ou autres? Comment on se constitue en fait une base de journalistes qualifiés? Alors, pour ça, je trouve que Twitter est quand même hyper utile. Il y a déjà des listes qui existent. Hein. Il suffit d'aller... parfois, même les RP elles-mêmes, les RP reconnus, il suffit juste de faire une petite recherche sur Twitter, publient les listes des journalistes qu'elles suivent. Voilà, c'est mâché, quoi. c'est gagné. Après, il y a pas mal de journalistes aussi qui ont des listes d'autres journalistes. Je ne sais pas si j'en ai une, mais c'est bien possible. Je crois que j'ai une liste des journalistes au Tech, par exemple. Et donc dans ce cas-là, il suffit d'aller trouver la bonne liste. Et franchement, des listes de journalistes, il y en a, mais il suffit de se ramasser, de se pencher pour la ramasser. Il y en a vraiment partout. Et je pense que Twitter, c'est vraiment, en tout cas pour moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir en très peu de temps la masse d'infos, la plus grosse masse d'infos possible. Ça veut dire que ça sert à rien d'aller se fouiller dans les outils de gestion de données journalistes type Orange. Oh que non! Ou les augures qui m'envoient toujours des CP deux fois à la semaine. Non. Et en plus, c'est cher. Donc, c'est cher et franchement, l'info, elle est disponible, quoi. Donc, ça sert à rien. Et après, il y a les contacts, etc. C'est sûr que sur Twitter, il n'y a pas forcément le mail. Il va y avoir encore une autre démarche à faire, un peu plus approfondie. Mais je trouve que ces listings-là, pour moi, c'est... après, j'ai jamais bossé avec, je suppose que c'est la barrière. Mais la plupart du temps, les infos sont quand même erronées. Moi, je sais que dans ma team Madines, ils m'ont mis des gens. Bah non, en fait. Aussi, alors, il a écrit une fois pour Madines. Ça a été un expert et m'ont mis comme journaliste. Non. Et du coup, moi, je trouve que l'info, elle est quand même vraiment pas fiable, quoi. Donc, il vaut mieux faire ça avec tout seul et construire son listing tout seul que d'aller chercher. Je ne sais même pas combien c'est peut-être. Mais c'est quand même un abonnement assez conséquent, quoi. Donc, je crois qu'au moins cher à l'année, j'ai trouvé 1500 €. Ouais, moins cher. En revanche, je ne sais pas si des RP freelance le font. Évidemment, un listing pour une RP, c'est juste son bien le plus précieux, donc elle ne le lâchera pas. En revanche, ça peut être une bonne chose pour un premier contact avec les journalistes, de passer par des freelances ou des toutes petites agences qui comprennent bien une problématique que les hopscotch et des agences un peu plus grosses. Et qui surtout ne vous demandent pas 5 000 € par mois, parce qu'à Paris, c'est quand même, la moyenne, c'est quand même ça. C'est colossal. À moins de 1 000 €, clairement, on ne trouve rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier vos besoins et être sûr de est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une agence? Est-ce que je vais avoir au moins une communication par mois sur un an? Quel va être mon planning, mon planning médiatique? Qu'est-ce que je vais avoir envoyé, quoi? Et une agence, c'est quand même un gros coup. Et il faut bien y penser avant, mais donc sur le listing, je pense que les hors antennes, ça n'a, en tout cas pour je trouve que ça n'a aucun intérêt. Quelle est la meilleure manière d'inviter les journalistes?
On n'aime pas les groupes de presse. C'est du temps perdu. La meilleure manière. On n'a pas entendu la question. Comment on invite, quelle est la meilleure manière d'inviter des journalistes à une conférence de presse? Pourquoi vous dites que vous aimez pas ça? C'est du temps perdu, mais vraiment. C'est-à-dire que, moi je sais que, moi j'y vais personnellement plus, et mes journalistes, je les autorise à aller à 2 conférences de presse par semaine. Il faut vraiment, sur une journée, on peut en avoir 12 quoi. Donc on est sursollicité sur les conférences de presse, ça nous mobilise généralement une demi-journée. Quand il faut se déplacer à l'autre bout de... en plus, quand la rédaction est parisienne, clairement, elle n'ira jamais en dehors du périph'. Après, nous, je sais qu'on vient, on vient très souvent, je m'organise les French Tech Tour, où on vient à Bordeaux, etc. Mais pas dans le cadre d'un événement dans lequel on n'est pas invité, on décide de venir, quoi. Et une conférence de presse, il faut vraiment qu'on ait accès ce jour-là à des gens auxquels on n'aurait pas accès autrement. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt à ce qu'on se déplace et à ce qu'on prenne du temps pour venir. Parce qu'on va avoir la découverte de notre vie, genre on va pouvoir toucher le produit que personne ne pourra avoir en main, ou on va pouvoir avoir accès au PDG qui n'est jamais là et qui là va prendre du temps pour les journalistes. En fait, il faut que ce soit win-win. Il faut qu'on ait vraiment quelque chose à retirer de la conférence de presse. Et ce que font généralement, alors ça c'est pareil, on n'aime pas se faire acheter, mais il y a une pratique de plus fin. C'est qu'ils nous abattent avec il y aura des cadeaux. Non, je m'en fous. C'est vraiment genre, on nous envoie des photos de vous repartir avec ça. Bah non, mais ça n'a aucun intérêt quoi. Mais en tout cas, il faut juste qu'il y ait vraiment une grosse info qu'on n'aurait pas autrement ou quelque chose qu'on va venir chercher. Moi je sais qu'une conférence de presse où on dit on va dévoiler le résultat de tel truc, je dis vous m'envoyez ça avant et on fera un call, mais je viens pas quoi. Mais je pense que c'est un format qui va mourir très très prochainement parce que ça demande trop de temps. Et une conférence qui n'est pas une conférence de presse, mais plutôt une expérience utilisateur. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous venez, mais vous allez vivre un produit, mais vous allez le vivre. Ah bah ça oui, ça pour le coup c'est pas une démo, c'est que vous êtes dedans. Ouais. Moi j'ai un produit en ligne avec aussi des interactions qui sont physiques. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je fais des séances découvertes où les gens viennent et je leur confie le produit et ils le découvrent. Ouais. Et ça, du coup, les journalistes, parce qu'en plus, ils peuvent en parler vraiment bien. C'est ça. Et surtout, ressenti d'émotion. Tout comme la relation personnelle est importante, je choisis 1000 fois plus, je dis 1000 fois plus oui à une startup qui me dit venez dans le logo pour vivre et pour voir. Je dis bien plus oui pour me déplacer à ce genre de choses et rencontrer les gens et vivre ce qu'on me propose plutôt qu'une conférence de presse où il y aura 20 autres journalistes et je ne pourrais même pas poser mes questions. Okay. Donc, excusez-moi, je termine la boucle. Si c'est une séance, mais où vous n'êtes pas que des journalistes, il y a aussi des vrais gens, c'est quelque chose qui vous gêne ou au contraire, vous vous dites, je vais pouvoir voir leurs réactions et recueillir leurs attentes? C'est ça, donc c'est beaucoup plus riche. Ok, ça marche. Juste dans la question précédente, la plateforme Babbler, est-ce que ça a pas mal fait parler Nous, on l'utilise absolument pas. On a été beaucoup sollicités par les fondatrices de Babbler au début, mais c'est pareil, ça nous demande une action supplémentaire. Et moi, j'ai pas envie d'aller sur une plateforme tierce pour avoir accès à des infos qu'on m'envoie directement. Et surtout, c'est la promesse de départ de pouvoir mieux faire le tri dans ce qu'on fait parce qu'on met nos centres d'intérêt et du coup, tout est beaucoup plus qualifié, ça avait un peu de sens et un peu d'intérêt, sauf qu'au final, à l'utilisation, à l'usage, je vais pas sur Babbler. Et quand on m'envoie pareil un CP qui est sur Babbler, sauf que pour débloquer le CP, je dois le loguer. Non, c'est pas possible. On m'a déjà perdu à la première étape. Ça rajoute une étape supplémentaire. Et clairement, autour de moi, de boîtes de journalistes, je ne sais pas qui l'utilise. Je vois pas qui l'utilise. Mais je ne voudrais pas prendre de Babbler. Mais c'est une start-up pour la société. non, mais c'est hyper compliqué. En fait, je pense que là, après, c'est pareil. Il y a un vrai gap entre les pure players et la presse traditionnelle. C'est très con, mais la presse traditionnelle, ils ont le temps, quoi. Ils ont plus de temps. Entre un hebdo, le rythme, il y a ça aussi qui est à prendre en compte, c'est que le rythme des publications fait que vous allez dialoguer différemment avec un journaliste.
Moi qui bossais en hebdo, j'avais le temps, j'avais 3 articles par semaine. Bah ouais, on a le temps de prendre le temps et d'aller sur Babbler et de se dire ah, c'est chouette, je vais passer un peu de temps là-dessus pour remplir mon profil et être sûr qu'on m'envoie les bons éléments, etc. En revanche, quand on bosse en presse, quand on bosse en web, c'est inenvisageable. Chaque clic nous coûte. Et du coup, il faut limiter les clics au maximum. Voilà. Désolée Babbler. Moi, je reviens sur les journalistes exceptionnels, parce que j'aime beaucoup obtenir des journalistes. Comment obtenir si déjà un mail ne répond pas? Comment je pourrais mieux savoir quand est-ce qu'il faut que je renvoie mon mail, mais du coup, si je ne réponds pas, comment je peux Et bah, alors ça, malheureusement, à part le nom des par mail, il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est. J'ai pas de réponse. Parce que vraiment, vous ouvrez vraiment 700 mails par jour? C'est vraiment. Je les ouvre pas tous. Ah bah non, je les ouvre même pas. Vous essayez de les regarder? Bah là, je pense que j'en ai 500 lus. Ouais. Mais par contre, on n'arrive jamais à une box trail 0 et c'est aussi pour ça que parfois il y a des mails qui passent à la trappe parce que d'une journée à l'autre, on ne les lit pas et du coup, à la fin de la semaine, on ne revient pas sur les mails reçus depuis une semaine. Mais en dehors de toute considération de harcèlement, si le premier mail, ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas répondu. Un deuxième, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Mais il faut juste pas qu'il arrive dans la journée. Il faut juste nous laisser un peu le temps de digérer le truc et si on n'a pas répondu, c'est que. On peut relancer, mais. Ah oui, mais ça arrive très souvent. C'est encore mieux quand on le met en ligne, mais ça arrive très souvent. Quand on l'a fait, ouais. Oui. Pour les appels à témoins, par exemple, aussi, ils sont publiés en général sur les sites. Ou c'est pareil, il faut demander, comme le calendrier rédactionnel. Ça, j'en ai aucune idée parce que je pense que c'est. Enfin, on n'en fait pas. Et si on le fait, c'est sur Twitter. Et c'est clairement une réaction à chaud à quelque chose. Et donc on ne l'a pas prévu 3 semaines à l'avance. Et je pense que la plupart des. À part les télés, qui les publient sur Twitter, sinon c'est pas publié à l'avance. Et d'autres médias, alors là, pas sur le web, pour le coup, mais par exemple des magazines qui publient des articles avec des témoignages, etc. Est-ce qu'on peut leur dire, moi, si vous publiez sur tel sujet, je suis intéressée pour... Ça nous arrive très souvent d'avoir des experts en fait, qui se présentent et qui me disent, nous, c'est, je sais pas, la mode du moment, c'est LegalTech, où j'ai 1 milliard d'avocats qui me contactent par semaine pour me dire, si vous avez un sujet là-dessus, moi, je peux vous apporter mon éclairage sur tel point. Et ça, généralement, c'est pareil, ça va dans un petit dossier. Et on se dit, le dossier expert, et le jour où j'ai un sujet sur tel article, sur telle thématique, je lance à cette personne. Mais c'est pas mal de se signifier avant, pas forcément lié à une actu ou autre, mais juste de dire, coucou, je suis là, et surtout quand c'est des domaines dans lesquels on n'a personne. Puis il y a quand même très peu de femmes. Et comment on est reconnu comme étant un expert? Mais alors ça, c'est pas forcément au feeling, c'est surtout à vous de vous créer votre aura d'expert. Il y a un outil qui est quand même hyper cool, c'est Medium. Mais alors ça vous demande d'écrire un petit peu. Mais il faut vraiment construire son aura, quoi. Et c'est vrai que sur Internet, c'est quand même hyper facile. Il suffit d'avoir un compte Twitter qui est hyper pertinent sur tel sujet, où vous retweetez les bons articles, etc. Et de prendre la parole assez régulièrement. Mais pas forcément publié par d'autres médias. Un médium, c'est très bien. Enfin, moi, je sais que je suis abonnée à Medium, et c'est bien souvent comme ça que je repère des experts que j'ai envie de publier. J'ai des alertes sur certains sujets, et je reçois en push des tribunes, des posts, et je me dis ça pourrait être cool chez nous. Et c'est vrai que c'est un bon moyen pour nous de sourcer aussi des experts. Medium, c'est vraiment aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Et là, pour le coup, je sais qu'on n'est vraiment pas la seule rédac à le faire. D'accord, merci. Oui, on va finir et on va aller manger. Et si vous voulez pas que je mange, je reste là.